bonjour. J'espère que vous et vos proches, vous vous portez toutes et tous bien en cette période de pandémie de la COVID-19. En dépit du contexte assez difficile, vous avez tenu à assister à cet événement virtuel. Au nom du Comité québécois Femmes et Développement, CQFD, de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale ACOSI, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Le CQFD regroupe une soixantaine de membres, dont la moitié est issue d'organismes membres de l'ACOSI et l'autre moitié de divers milieux, notamment des groupes de femmes, des milieux universitaires, syndicales ou communautaires, soit à titre de représentantes et représentants de leur organisme, soit à titre de membres individuels comme moi. Je suis Marie-Rosalie Sagna, comme vient de le dire Marie-Sophie Villeneuve, membre du Comité québécois Femmes et Développement depuis 2018, mais aussi membre du Comité de coordination et du Comité de la Journée internationale des droits des femmes pour cette année 2021. Chaque année, le CQFD assure une programmation très riche et diversifiée. Avec le soutien financier d'Affaires mondiales Canada, le webinaire qui nous réunit ce 8 mars s'inscrit dans cette programmation. Cette année, malheureusement, face à l'impossibilité de nous réunir de manière présentielle pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, le CQFD propose pour la première fois un événement virtuel qui se situe au croisement de la thématique 2020-2021 de l'ACOSI, soit jusqu'au 31 mars 2021, est axé sur les migrations et la justice migratoire. Cette activité s'inscrit également dans le cadre du thème d'ONU Femmes, centré sur le leadership des femmes, et celui du collectif du 8 mars du Québec qui s'intitule Écoutons les femmes. Ce webinaire nous offre particulièrement la possibilité de rencontrer des femmes migrantes, réfugiées et réfugiés qui nous inspirent. Il s'agit de femmes leaders, de femmes fortes, de femmes engagées et très déterminées, de véritables actrices du changement social. Elles s'activent jour et nuit sur le terrain pour défendre la terre et l'environnement, pour construire la paix, pour défendre les droits des femmes migrantes. Vous avez là les principales raisons qui font qu'elles sont ici aujourd'hui présentes pour partager avec nous leurs expériences. Que vous suiviez l'activité au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde, je vous souhaite la bienvenue au nom de mes collègues aussi du comité du 8 mars. Je veux nommer par là Marie-Sophie Villeneuve et Amélie Normandin qui ont travaillé très fort. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Élodie Ekobena. Elle est chargée de projet au secteur Vivre ensemble du Centre de justice et foi. C'est elle qui animera l'événement. Merci à Élodie, merci à nos chers panélistes, merci à vous toutes et tous qui avez tenu à assister à cet événement. Élodie, tu as la parole. Oui, bonjour, merci Marie-Rosalie Sagna pour cette présentation. Mon nom est bonjour et bienvenue à chacun et chacune. Mon nom est Élodie Ekobena et je serai votre animatrice dans ce webinaire qui portera sur le leadership des femmes migrantes et réfugiées. Ce leadership que partagent aussi d'autres femmes, pensons aux demandeuses d'asile, pensons aux femmes sans statut, qui font aussi partie d'une manière ou d'une autre de la vie et des luttes que portent Muzna Duraid et Alessandra Devoski, que j'aurai le plaisir d'avoir une discussion tantôt. Et Muzna et Alessandra, les deux invitées, ont toutes les deux une trajectoire migratoire. Elles ont été actrices dans leur pays, elles y sont encore d'une manière ou d'une autre dans leur pays d'origine, la Syrie, le Brésil. Elles ont été et elles sont encore témoins d'enjeux politiques, sociaux, écologiques
et elles ont aussi fait preuve d'agentivité pour traverser différents obstacles dans leur parcours. Elles sont capables de reconstruire leur vie ici au Québec en retrouvant ce leadership qu'elles avaient déjà exercé dans leur pays, qui était leur quotidien et qui se manifeste maintenant ici dans diverses luttes dans lesquelles elles sont impliquées autant au niveau de la paix, de la justice sociale, des droits des personnes. Alors, comment cela va se passer tantôt? J'aborderai avec elles leur parcours personnel migratoire, ensuite leur parcours collectif et les enjeux dans lesquels elles militent ici au sein de la société québécoise, et enfin, quelle forme prend le leadership qu'elles exercent dans leur milieu, quelles sont les conditions et les obstacles. Donc, après cet échange qui durera une quarantaine de minutes, donc 45 à peu près, ce sera à vous de vous exprimer en posant vos questions à Mouzna et Alessandra dans le chat. Et ensuite, Mounia Chadi, qui est chargée de programme en droit des femmes et d'égalité des genres à la COSI, prendra la parole pour vous présenter la nouvelle fiche du Comité québécois Femmes et Développement de la COSI. Un lien sera mis dans le chat à cet effet. Ensuite, ce sera Marie-Sophie Villeneuve, qui est chargée de programme en mobilisation, qui présentera les mobilisations en cours et à venir. Et après quelques mots de conclusion, je laisserai la parole à Michelle Asselin, qui est la directrice générale de la COSI. Donc, sans plus attendre, je vais vous introduire aux deux invités que nous aurons le plaisir d'écouter ce midi. Alors, Mouzna Dured, qui est réfugiée syrienne arrivée à Montréal en 2017. Mouzna travaille actuellement comme agente de liaison avec les Casques Blancs en Syrie, cofondatrice du mouvement des peuples autochtones et des réfugiés. Elle siège sur le comité de pilotage de la démarche jeunesse sur le vivre ensemble de l'Institut du Nouveau Monde. Ensuite, Alessandra Devouski, qui est avocate et qui est aussi directrice générale de la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges et également chargée de cours à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, qui est diplômée et détentrice d'un doctorat en droit économique et financier, un master en droit politique et économique, comme plusieurs femmes migrantes qui arrivent ici et qui rencontrent aussi diverses difficultés sur le plan des acquis et de leur qualification. Certaines se reconnaîtront dans le public. Et elle siège aussi au conseil d'administration d'Alternatives. Donc, pour continuer, quelques consignes techniques pour favoriser cet événement qui nous réunit en ligne ce midi. Alors, pour toute question sur les consignes techniques pour du soutien, écrivez à Marie-Sophie Villeneuve dans le chat que vous voyez. Et ensuite, pour poser les questions à nos invités, utilisez la fonction Q&A que vous voyez aussi sur l'écran. Donc, voilà. Alors, pour que cette activité se déroule dans les meilleures conditions, étant donné que nous sommes en virtuel, nous vous demandons de respecter les propos qui s'ancrent dans le vécu d'Alessandra et de Mouzna. D'éviter, par exemple, de les pointer en particulier lorsque vous aurez à vous adresser à elles dans le chat, afin de permettre aussi d'avoir une discussion sécuritaire. Donc, évitons de personnaliser les propos et évitons aussi de juger. Écoutons ce parcours, écoutons ces histoires, écoutons ces enjeux qui nous seront partagés par Mouzna et Alessandra. Donc, sans plus tarder, mesdames, bonjour Mouzna, bonjour Alessandra. Bonjour Elodie. Bonjour. Merci pour l'invitation. Bonjour Alessandra. Voilà, comme je disais dans mon mot d'introduction, je vous demanderai en fait de vous présenter en nous parlant de votre parcours migratoire. Dans ma présentation biographique, par exemple, Mouzna, je rappelais que tu es une femme migrante et réfugiée et que tu étais aussi beaucoup impliquée sur la question de la paix, des droits. Alors,
peux-tu te présenter aux personnes qui nous écoutent? Merci Elodie, merci pour l'invitation. En fait, je m'appelle Mouzin Dorette, moi je suis réfugiée syrienne au Québec. Je suis arrivée ici il y a 4 ans dans un cadre de formation avec une organisation à Ottawa qui s'appelle Noble Women's Initiative. C'est une organisation fondée par les femmes qui ont gagné la prix de Nobel pour la paix. Alors, je suis arrivée ici pour la formation et après j'ai fini la formation. J'ai déménagé à Montréal parce que je suis francophone. Donc, j'ai choisi Montréal comme la ville pour faire la demande d'asile et aussi pour vivre ici. Alors, j'ai fait la demande, mais aussi audience devant la jauge à Montréal. Et j'ai commencé la vie ici, de faire la suivi pour mes papiers et tout comme la permis de travail, permis d'études et tout ça. Et aussi pour prendre la résidence permanente au Canada fédéral. Alors, j'ai pris il y a 3 ans. Et dans cette période-là, depuis mon arrivée jusqu'à maintenant, j'avais travaillé avec le CSAI, le Centre social aux aides aux immigrants, et comme agente de liaison pour le programme de santé pour les réfugiés à Montréal. Et après, j'ai commencé mon travail avec les casques blancs comme agent de liaison aussi pour les programmes de Canada. Je travaille pour aider les civils en Syrie qui sont victimes de bombardements, de survivre là-bas parce que la situation, c'est vraiment difficile de survivre. Et quand je suis arrivée ici, j'ai reconnu combien c'est difficile les vies des réfugiés. Comme j'étais avant réfugiée en Turquie et aussi ici, donc j'ai juste recommencé mon vie de zéro dans un contexte vraiment 100% différent de ce que j'ai vécu et aussi ce que je dois faire pour s'intégrer, pour d'être active ici avec la société québécoise. Alors, j'ai commencé de faire des séances entre les réfugiés et aussi le peuple autochtone pour donner des idées sur les difficultés que les deux groupes confortés, comme les deux groupes, ils sont stigmatisés et déracinés de leur terre, de leur communauté. Donc, comment la résilience, comment on peut être plus fort et plus forte, surtout pour les femmes et les jeunes, et comment on peut contribuer aussi dans la société pour la future, pour être mieux dans le futur et aider les gens dans leur combat contre le racisme ou contre toutes les difficultés nous avons dans notre société. Et aussi pour l'idée que la citoyenneté, pour moi, c'est comme que chacune et chacun doit être actif dans la vivre ensemble et pour trouver des solutions pour notre problème, pour notre défi et pour être aussi une partie de contribution pour le futur, pour le présent et aussi pour le passé. Donc, pour moi, c'est ça comme d'autres réfugiés, c'est pas facile, mais j'étais vraiment essayer et toujours j'essaye de faire partie de tous les enjeux qu'on a au Québec, au Canada et pour aider les gens à trouver leur route sur la contribution sociale qu'on doit faire pour continuer ensemble.
Mhm. Ouais, merci, Mouzna. Et toi, Alessandra, peux-tu revenir sur ton parcours? Tu étais notamment avocate pour la ville de Sao Paulo au Brésil et tu gérais déjà de nombreux dossiers judiciaires et d'arbitrage en matière de droit au logement. Tu te retrouves aussi à la CDC Côte-de-Neige où tu es directrice générale et de droit à l'environnement. Alors, pour le bénéfice des personnes qui nous écoutent, peux-tu revenir sur ton parcours? Oui, avec plaisir. Encore une fois, merci beaucoup pour l'occasion d'avoir cette conversation. Je suis vraiment honorée d'être ici parmi des femmes que j'admire tellement et d'un organisme aussi que j'admire beaucoup. Alors, je suis arrivée au Québec en 2015 dans une circonstance avec un visa tourisme pour, comment je peux dire, pour faire les regroupements familiales. C'était vraiment l'époque de Harper. Je ne pourrais jamais oublier. Donc, les règles ont été changées de l'immigration. Donc, pour avoir mon CSQ, le certificat de sélection Québec, et pour avoir un permis de travail, mais ça m'a pris quasiment 1 an et demi. Donc, moi, au contraire de Mouzna, mais je ne parlais pas français. Et en plus, je ne parlais pas anglais. Donc, c'était vraiment une situation dans laquelle je me suis retrouvée pas exactement entière. Donc, il fallait vraiment bâtir la vie de A à Z. Il fallait absolument acquérir le premier outil pour pouvoir se communiquer et faire les post-doctorats, que c'était quelque chose que je voulais faire. Et donner continuité à une vie professionnelle qui, pour moi, c'était très important. Donc, au Brésil, je cofondais un institut qui s'appelle l'Institut Luiz Gama, qui offre c'est une organisation non gouvernementale et on offre de l'aide juridique aux personnes racisées, les personnes noires au Brésil, qui ont souffert de situations de racisme, qui ont subi de racisme dans leur milieu de travail. Donc, j'ai continué encore avec le dossier, même le dossier judiciaire que j'ai représenté d'ici, un peu à distance, avec les bureaux qu'on avait là-bas. Mais je voulais quand même m'intégrer. Donc, je pense que c'est la première difficulté, c'est effectivement l'État canadien, donc la province de Québec, de retarder un processus qui devrait, au début, c'était l'information que j'ai reçue au consulat canadien à São Paulo, que ça allait prendre 6 mois et ça a pris 1 an et demi, dans lesquels je ne pouvais pas faire la francisation, que c'est quelque chose qui est offert généralement aux immigrants. Je n'avais pas accès. Donc, c'était vraiment un processus, ces premiers 1 an et demi, c'était vraiment pénible. Quand même aujourd'hui, j'arrive à comprendre que ce que j'ai vécu, c'était vraiment une dépression. Je voulais retourner au plus vite, mais il y avait des enjeux familiales qui ne possibilitaient pas. Et c'était dans ce contexte-là, en arrivant au Québec, que le Brésil commence à connaître sa chute démocratique. Donc, il y avait un déficit démocratique important avec les coups d'État contre Dilma Rousseff qui s'est déroulé, un coup d'État parlementaire misogyne, raciste, et qui effectivement a donné la place, il a quand même jeté les semences pour ce qu'on vit maintenant au Brésil, que c'est vraiment un régime fasciste en tant que gouvernement avec Bolsonaro. Donc, il y avait 2 dépressions, le deuil de perdre le pays et en plus le deuil de voir son pays en déroute. Et c'est dans ce contexte-là qu'avec plusieurs personnes de la communauté brésilienne, on a construit quand même quelque chose que je suis très fière, que c'est le Coletivo Brasil Montréal. C'est un groupe qui s'est formé justement pour réunir la communauté brésilienne à Montréal, qui voulait quand même attirer l'attention internationale à ce qui s'est passé au Brésil. Je me rappelle au début envoyer des lettres à la presse, le Devoir, Journal de Montréal, pour essayer un peu de percer la boule médiatique qui faisait tout simplement reporter ce que les médias traditionnels au Brésil donnaient comme chose sûre et certaine, que bon, les anciens présidents c'était un criminel, que Dilma Rousseff était une corrompue et qu'effectivement, c'était pas un coup d'État, c'était un processus tout à fait légal. Et à titre d'avocate, c'est qu'on savait c'était le contraire. Là. Il y avait quelque chose qui vraiment, c'était complètement hors normes légales, hors normes constitutionnelles.
Et c'est dans ce contexte-là qu'on forme ce groupe-là pour essayer d'attirer l'attention de la média internationale pour dénoncer ce qui s'est passé au Brésil. Donc, c'était un moment dans lequel j'avais besoin d'apprendre la langue et en même temps, j'avais besoin aussi de me retrouver entre mes consoeurs et mes confrères pour exercer, on va dire comme ça, notre citoyenneté où on est. Donc, c'est sûr, il y avait un côté qui voulait se franciser, qui voulait s'intégrer, comprendre la société dans laquelle je m'enracinais. Et en même temps, il y avait toute cette responsabilité citoyenne avec mon pays que je ne pouvais tout simplement pas délaisser. Donc, on s'est organisé ici à Montréal. C'était, comment je peux dire, un parcours difficile. Je commençais à enseigner à titre de chargée des cours à la UQAM, mais je pense que c'était là où tout a changé, où finalement, je me trouvais avec plus de dignité en faisant ce que je savais faire. J'étais un professeur de droit au Brésil il y avait plus de 10 ans. Donc, finalement, je peux me retrouver avec la recherche, les étudiants à la ODM. J'étais chargée des cours à l'Université de Montréal et après à l'Université du Québec à Montréal. Et là, les choses sont placées pour moi en tant qu'immigrante au Québec. Mais je suis absolument convaincue que mon parcours n'est pas ordinaire. Et je parle à des personnes dans mon quotidien, que ce soit de la communauté brésilienne, latino-américaine, comme d'autres personnes. Et on sait que c'est vraiment un parcours difficile de se voir dans peu de temps parce que la plupart des personnes latino-américaines, immigrantes venues du Sud, vont se retrouver hors son champ d'expertise, vont pas pouvoir exercer la profession pour laquelle parfois ils ont étudié pendant 10, 20 ans avec des maîtrises, des doctorats. Donc, je me sens vraiment privilégiée de pouvoir exercer quand même ma profession, même si je suis seulement avocate au Brésil, je ne suis pas avocate au Québec, mais quand même j'enseigne au programme de maîtrise en droit et société à la UQAM, donc c'est encore sur mon champ de recherche. Mais je sais qu'au Québec, c'est très exceptionnel et je trouve que à titre de Provence, on va perdre beaucoup de talents et des personnes qui ont tout un acquis, toute une expertise prête à pouvoir collaborer avec la société, mais que pour des questions vraiment liées à la xénophobie, liées au racisme systémique du Québec qui est existant, même si le premier ministre ne les reconnaît pas, nous les immigrants, on les vit, on les sait, on les voit dans les quotidiens. Donc, je pense que c'est quand même un parcours migratoire qui indique un peu quelles sont les failles, on va dire comme ça, et l'échec de l'État québécois d'effectivement faire l'accueil de ces immigrants qui arrivent au Québec. Merci à toutes les deux de soulever aussi ces enjeux de double appartenance, le fait d'être ici et ailleurs en même temps en portant plusieurs enjeux qui nous retrouvent et également le défi de faire sa place dans une société quand on ne parle pas la langue ou même quand on la parle et qu'on se retrouve à vivre de la stigmatisation, de la racialisation de femmes racisées et aussi le défi de trouver un emploi qui n'est pas donné à toutes les personnes migrantes, comme Alessandra, tu viens de le souligner justement, pour celles qui sont diplômées et qui se retrouvent finalement à se requalifier dans d'autres secteurs. Donc, maintenant que vous êtes donc ici et que ce défi de double appartenance continue dans vos différentes implications, sur quoi travaillez-vous actuellement à Côte-des-Neiges, par exemple, Alessandra? Quelles sont les luttes, quels sont les engagements? Et peux-tu aussi nous parler un peu de la réalité de Côte-des-Neiges pendant cette pandémie et comment elle touche des personnes qui sont souvent invisibilisées dans la société québécoise? Mais Côte-des-Neiges est vraiment un petit miroir, on va dire, comment je peux dire, de ce qu'on pense de la diversité d'origine, des cultures et des races. Et ce qu'on voit là-bas, c'est effectivement ce qu'on voit ailleurs aussi sur l'île de Montréal et à travers le Québec, c'est que on voit clairement une stratification, par exemple, de l'emploi qui met les postes décisionnels pour les personnes qui sont nées, on va dire ici,
mais qui appartient à des familles qui sont établies au Québec depuis des siècles. Et on voit les travails précaires, qui vraiment appartient à ce qu'on comprend modernement comme les précariats. Ce sont les personnes immigrantes. Donc, les travails que personne ne veut faire, les travails qui sont parfois sous des conditions difficiles, c'est ça, c'est généralement l'espace où les travailleurs et les travailleuses issus de l'immigration vont trouver la seule possibilité d'avoir quand même une rémunération, d'avoir quand même un salaire pour subvenir à sa famille. Donc, Côte-des-Neiges ne s'échappe pas à cette règle-là. Il y a des enjeux très importants de logement aussi. Donc, maintenant, on est dans une lutte, on va dire, il y a depuis plus de 10 ans pour qu'on voit plus de logements sociaux à Côte-des-Neiges, donc pour qu'on puisse effectivement permettre que les travailleurs et les travailleuses peuvent rester sur l'île avec des logements, sinon sociaux, au moins effectivement abordables. Donc, on a quand même avancé quelques pas, on va dire, dans les jeux, mais il nous manque encore beaucoup de parcours pour arriver effectivement à avoir suffisamment de logements sociaux pour tout le monde qui en veut, qui a besoin. Mais je dirais que la COVID, la pandémie, a quand même creusé encore plus profond un fossé entre les familles migrantes et les familles, comment je peux dire, qui se sont établies ici depuis des siècles. Pourquoi? Parce que généralement, ce sont les personnes issues de la diversité, ce sont les personnes issues de l'immigration qui vont se retrouver avec des conditions de travail qui parfois vont permettre une contagion plus facile. Parfois, on a aussi, il y a Côte-des-Neiges, on a beaucoup de travailleurs et de travailleuses avec un statut migratoire précaire. Donc, ces personnes, elles ont peur de faire les tests de dépistage et même si elles vont devenir positives, comme ils n'ont pas un autre moyen pour subvenir ces besoins, ils vont avoir quand même besoin de continuer à travailler. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, la CNSST a quand même indiqué qu'une entreprise embauche beaucoup des personnes issues de la diversité, que c'est Dollarama. C'est une entreprise qui, justement, a reçu beaucoup d'amendes, d'étiquettes, justement parce qu'elle n'arrivait pas à combler, elle ne suivait pas les règlements sanitaires. Donc, c'est quelque chose qui vient vraiment faire un coup de pouce sur certains récits qu'on entendait et qu'on écoutait à Côte-des-Neiges. Donc, il y a des travailleurs précaires qui vraiment sont en train de mettre leur vie, la vie de leurs aînés, la vie de leur famille en risque parce qu'ils ont besoin de continuer à travailler, sinon ils n'ont pas d'autre façon de subvenir à ces besoins. Et on a d'autres personnes qui ont plus de facilité, on va dire, à se protéger pendant la pandémie. Donc, il y a des inégalités sociales au Canada, comme c'est le cas du Brésil. Elles s'entrecroisent, on va dire, avec les inégalités issues des personnes qui sont racialisées par leur société. C'est le cas de la plupart des personnes migrantes au Québec. Mais je dirais que la chose qui me fait plus de la peine, c'est de voir la quantité de talents des personnes avec des parcours incroyables, qui sont super titrés, avec des expertises qui pourraient vraiment faire la différence pour combattre les répercussions nuisibles issues de la COVID, qui ce n'est pas seulement la maladie, ce sont les répercussions socio-économiques de la COVID. Ces personnes-là sont délaissées par les systèmes, elles ne sont pas capables de travailler, de s'intégrer à la société pour une panoplie de raisons. On ne peut pas donner des solutions simples à des problèmes complexes, mais il n'en demeure pas moins que l'une de ces questions issues de la difficulté des personnes issues de l'immigration de s'intégrer à la société québécoise, c'est lié au racisme systémique, c'est lié à ces regards parfois méprisants qu'il y a déposés sur ces personnes issues du Sud, qui viennent pour une panoplie de raisons. Parfois, ils ne viennent pas parce qu'ils veulent, ils viennent parce que justement les guerres, la continuité des guerres coloniales font encore des ravages au Sud, donc ils sont forcés à venir au Nord, et en arrivant ici, leur parcours est complètement effacé et évacué de valeur. Donc, je trouve qu'il y a tout un
un changement, on va dire, structurel, systémique qu'il faut voir à l'égard de la reconnaissance de ces expertises, de ce titre-là. Mais de l'autre côté ici, il y a un facteur culturel, idéologique, de décoloniser nos pensées et de regarder ces personnes-là comme des grands, toutes ces communautés issues de la diversité, comme des poches de richesse qu'on a dans notre communauté sous-utilisées. Ben, tu fais bien de souligner tous ces défis de travail précaire et d'inégalité sociale qui touchent les personnes immigrantes. Et puis aussi, il y a tous ces aspects d'autonomie ou même de solidarité que ces personnes manifestent dans ces quartiers-là qui ne sont pas souvent mises de l'avant et qui ont même déjà été soulignés par une de tes collègues, Eve Torres, lors d'une entrevue que nous avions faite avec elle au secteur c'était au printemps dernier. Et aussi, ces enjeux que tu soulèves, Viviana, qui devait être avec nous, Viviana Medina, qui travaille au Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, qui voulait être là pour aussi porter d'autres enjeux comme la traite ou même sur le travail précaire dans le travail de tout ce qui travaille dans le milieu agricole ou des travailleuses domestiques ou même l'enjeu de la traite, mais qui n'a pas pu être là justement pour ces urgences-là qui sont à régler et que l'État démissionne d'une manière ou d'une autre. Et étant donné aussi que tu soulevais ces inégalités, maintenant, j'aimerais t'écouter, Mouzna, par exemple, sur les engagements. On sait que tu es la cofondatrice et que tu coordonnes le Women Refugees Not Captives, femmes réfugiées pas captives, qui dit déjà aussi tout ce travail et toute cette perception qu'ont ces femmes réfugiées d'elles-mêmes, non pas un regard doloriste, comme tu le soulignais si bien, Alessandra, mais un regard qui vise à mettre l'emphase sur leur leadership et leur autonomie à porter ces questions-là. Donc, c'est une campagne aussi qui vise à mettre fin à la pratique des mariages forcés d'enfants dans les camps de réfugiés. Donc, peux-tu nous parler des luttes et des engagements qui t'occupent ces temps-ci, Mouzna? Oui, je veux juste ajouter une idée sur ce que Alessandra a dit concernant les talents des réfugiés. Que je veux donner un exemple de ma famille. Comme j'ai fait un parrainage privé pour mes parents et mon frère pour revenir ici au Québec comme réfugiés. Ils sont arrivés il y a un an et demi et mon frère, comme il travaillait avant comme conseillère chez la Croix-Rouge à l'extérieur du Canada. Donc, et quand la pandémie a commencé, et il a beaucoup des talents, comment qu'est-ce qu'on doit faire avec la pandémie et comment on peut diminuer les cas et tout ça. Donc, il a fait il est postulé beaucoup de fois chez beaucoup des organisations pour travailler, même aussi avec la ministère de Santé. Et malgré les grands besoins des gens qui travaillent dans le domaine de santé, mais les immigrants et les réfugiés restent sans travail juste parce que leur certificat, ils n'ont pas de l'expérience canadienne et leur certificat, ils ne sont pas canadiens. Donc, et ça on perd beaucoup de talents, comme Alessandra a mentionné, et aussi la contribution diverse des gens qui viennent ici avec différentes expériences. À la fin, mon frère, maintenant, il travaille avec la Croix-Rouge canadienne comme conseillère pour la pandémie et il fait comme observation les prisons comme toutes les villes canadiennes, pas justement à Montréal. Donc, et ça donne une idée qu'on a besoin d'engager toutes
les réfugiés, tous les immigrants dans tous les domaines et surtout pendant les besoins et l'urgence comme la pandémie et d'autres désastres naturels, par exemple. C'est juste pour ajouter une autre idée. Et aussi, concernant les femmes, la pandémie ou avant aussi la pandémie, il y a la violence familiale et conjugale aussi qui augmentait pendant la pandémie et aussi avant. Donc, mon travail avant mon arrivée au Canada, c'était la combat contre le mariage forcé et surtout pour les femmes et qui sont, ou comme les filles, on dit comme ça, comme les filles, parce que leur famille, ils n'ont pas des ressources assez pour survivre. Donc, ils se marient leur fille pour avoir l'accès aux ressources économiques ou parfois des premiers de sortir de les camps ou d'arriver à l'Europe par les hommes qui offrent le mariage. Donc, mon travail, c'était de fournir des formations pour les parents et aussi pour les femmes et les filles sur la question de mariage forcé ou de mariage des filles et c'est quoi la conséquence de ce genre de mariage, surtout que ce mariage n'est pas enregistré. Comme il n'y a pas de gouvernement pour enregistrer ce genre de mariage. Et aussi, comme ce mariage est genre de exploitation des femmes, et il y a beaucoup de conséquences qui arrivent après, en futur. Donc, j'ai fait ça et jusqu'à maintenant, je reçois beaucoup des cas et même aussi en Syrie ou les pays voisins de la Syrie. Et même aussi au Canada, je n'ai pas le mariage forcé, mais plutôt qu'il est la violence conjugale pour les réfugiés parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi les ressources, comment par exemple on peut appeler la police, c'est quoi le système, c'est quoi le numéro, ils ont besoin de quelqu'un pour faire l'interprétation et pour aider aussi de gérer la situation parce que la culture, c'est différent, le support, le soutien ici, c'est différent. Donc, j'ai aidé et je continue d'aider les femmes quand ils sont dans un sur le risque ou dans une situation urgente pour combattre toute forme de violence et surtout pendant la pandémie parce que le temps le plus difficile pour les femmes partout dans le monde et pas juste au Canada ou en Syrie ou au Brésil. Vous soulignez toutes les deux très bien le rôle des accueillantes accueillies que vous êtes devenues. Vous avez été accueillies, vous avez connu des défis et maintenant vous jouez ce rôle-là pour d'autres femmes, pour d'autres personnes dans vos deux milieux respectifs. Sur la question de lutte, j'aimerais aussi vous écouter par rapport à ça, étant donné que c'est en 8 mars et qu'on parle des droits des femmes. Alessandra, par exemple, toi qui as cofondé l'Institut Louis Gama, j'espère que je prononce correctement. Donc, quels sont les défis auxquels tu fais face dans ton milieu et qui te rappellent aussi tout ce travail-là que tu avais déjà commencé à faire au Brésil? Étant donné que c'est le 8 mars, je m'ai donné comme défi de parler de sujets que j'ai de la difficulté toujours de parler. Donc, je pense qu'il est temps. Donc, on parle beaucoup de difficultés des femmes au milieu de travail et on parle beaucoup de la difficulté d'être femme dans la société en tant que telle. Ben,
c'est une femme latino-américaine que, quand même, a vécu, je pense à part entière, toutes les vulnérabilités qu'une femme peut vivre dans un milieu très patriarcal, misogyne et violent envers les femmes. Je pense que j'ai vécu les sorts les plus sordides des violences contre les femmes à 5 ans, après à 12 ans, après à 14 ans, après à 16 ans, après à 24 ans. Et je pense que depuis que je comprends que je suis une femme, mais la violence, on va dire, envers notre corps, elle était toujours présente. Donc, pour un 8 mars, je me disais pendant toute la vague de moi aussi, moi, j'ai eu beaucoup d'envie d'écrire. En vérité, j'ai écrit des récits que je n'ai jamais publiés parce que je n'étais pas prête. Je n'avais pas le courage de les faire. Et je n'ai pas encore le courage de les faire, comme je vois mon cœur qui bat seulement de dépenser, de les dire. Mais je trouve qu'on sous-estime beaucoup les poids des violences qu'on vit à titre des femmes sur la société, parce que je pense que ce n'est pas seulement un poids que les femmes vont porter pendant toute leur vie adulte, et leur enfance aussi, mais c'est un poids aussi que j'imagine que les hommes aussi les portent, parce que ce n'est pas facile, je me dis, d'être homme dans une société dans laquelle on commence à comprendre, quand on parle à nos copines, au moins dans mes cercles, je vois que quand je parle à mes amis, que ce soit des latino-américaines ou des québécoises, toutes les femmes que je connais ont vécu au moins un épisode de violence, que ce soit de matière sexuelle dans leur vie. Et ça parle beaucoup de la société où on vit. Je pense que toutes les migrantes qui arrivent au Québec à sa phase lune de miel, on va dire comme ça. Moi, j'ai vécu ma lune de miel avec le Québec. Je me rappelle que j'étais ici, c'était l'été, je me disais, oh là là, mais c'est bien, parce qu'il n'y a pas, au Brésil, comment je peux dire, la question de l'appropriation du corps de la femme est quelque chose de très présent. Donc, tu ne peux pas te promener, aller jeter du pain au coin de la rue sans écouter quelque chose qui va être dit ou qui va être sifflé dans tes oreilles. Et ici, je ne les voyais pas, je ne l'écoutais pas. Je me dis, oh là là, mais finalement, je me sens en sécurité. Tu sais, c'était quand même 11 heures du soir, je marchais, je me sentais plus en sécurité qu'au Brésil. Mais c'était une lune de miel qui a passé assez rapidement. L'une des premières expériences professionnelles que j'ai eues, c'était après la UQAM, c'était dans une multinationale, ici au centre-ville de Montréal, dans un département où les directeurs de département me disaient des choses complètement déplacées au milieu de travail, touchait mes cheveux, il sentait ses mains pour dire que ça sentait bon, me massait les épaules. Et finalement, un jour, ça qui démontrait complètement son ignorance à l'égard de l'Amérique latine. Maintenant, j'arrive à en rire, mais avant, je ne pouvais pas rire. Quand il disait qu'il écoutait Despacito, il voulait que je danse Despacito pour lui. Il me dit ça dans les milieux de travail. Ça causait effectivement ma démission. Tout simplement, j'ai donné ma lettre de démission et je l'ai dénoncée à la multinationale. Il est encore là. Il est encore directeur. Il n'y a rien qui est arrivé. Mais moi, je ne pouvais plus rester là-bas. C'était vraiment traumatique parce que j'étais encore dans la phase lune et miel du Québec. Donc, ça m'a été vraiment cassé assez rapidement d'une façon très traumatique. Et c'est en raison surtout de cette expérience-là que je me disais, c'est pas pour moi ce genre d'environnement, je vais travailler quand même dans les communautaires, c'est là où je sens mon appel, c'est là où je veux quand même apporter mes connaissances, mon expertise. C'était la meilleure chose qui m'est arrivée finalement. Et je commençais à travailler dans un centre communautaire à Ville-Saint-Laurent qui s'appelait Centre communautaire Bon Courage, où j'ai passé une année magnifique d'apprentissage avec des gens issus du continent africain, avec des Congolaises, avec des Béninoises, avec des femmes sénégalaises qui ont vécu des traumas
plus importants que les miens, des femmes qui ont vécu des histoires vraiment d'horreur avec des viols. C'était une guérison, on va dire, pour nous tous, toutes, de parler de nos affaires entre femmes dans une petite communauté. Et je dirais que c'est là où j'ai appris vraiment c'est quoi les milieux communautaires sur l'île de Montréal. C'est là où j'ai eu le goût de travailler, de rester. Parce que je crois vraiment dans ce travail-là, même s'il y a une panoplie de situations structurelles, on va dire, qui sous-financent les milieux communautaires, qui nous surchargent, et on pourrait en parler davantage sur ça, mais c'est vraiment un champ de travail qui permet à des femmes comme nous de trouver un milieu pour développer des outils pour aider les gens qui ont effectivement besoin. Donc, je dirais que cette date tellement importante pour nous, à titre des femmes, je pense qu'il est temps quand même qu'on commence à revendiquer non seulement l'effet d'être reconnus dans nos expertises et nos titres, nos expériences, mais de reconnaître aussi, de revendiquer que les solutions pour régler ces problèmes-là, qui ne viennent plus des milieux strictement masculins. Nous sommes pleinement capables d'évaluer la situation, de faire des constats et de proposer des solutions qui sont plus efficaces parce que nous l'avons vécu, ces situations-là. Donc, je dirais qu'il nous manque à Montréal, comme il nous manque dans le monde, des femmes sur des positions de pouvoir, des femmes qui ont effectivement l'exercice d'une prise décisionnelle. Et je pense qu'il est temps que les milieux nous fassent confiance. Donc, je dirais que pour le 8 mars, ce serait vraiment un moment de reconnaître que ces oppressions-là, qui nous ont été quand même imposées et qui nous façonnent, parce que ce qu'on a vécu d'une façon ou d'autre nous façonne, et façonne aussi la manière comme on perçoit le monde et comme on voit des solutions qui peuvent être apportées pour régler ces problèmes structurels de la société. Je dirais que plus qu'être tout simplement symboliquement présent à la table, je pense qu'il est temps que les femmes commencent effectivement prendre des décisions. Et pour ça, il faut de plus en plus qu'on exige notre place dans la société. Comme tu soulignes justement cette capacité d'agir des femmes migrantes, et je me rappelle la discussion que nous avions eue en préparation avec Viviana qui partageait les difficultés des femmes sans statut ou même des femmes qui ont un travail précaire, qui se font stigmatiser, comme tu le soulignais, qui vivent des préjugés, qui vivent du harcèlement. Ces femmes-là qui se retrouvent à accepter même des emplois souvent subalternes ou alors qui font même du travail forcé. Et aussi d'autres femmes qui sont même dans le milieu communautaire et dont l'engagement bénévole n'est pas reconnu, parce que c'est des femmes migrantes, parce que c'est des femmes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un emploi et qui se rabattent dans ce milieu communautaire-là aussi, qui est un terrain de formation important dans l'idée de reconnaître l'humanité de l'autre et de cheminer ensemble pour faire changer l'édifice. Et donc, Mouzna, toi, quels sont tes défis actuellement, concrètement, dans ton milieu d'implication, dans ton milieu de travail et sur ces questions de droits des femmes réfugiées? Oui, comme femme et réfugiée surtout, donc il y a beaucoup de difficultés et ça a commencé par une phrase que j'ai souvent entendue, quand la réaction des gens autour de moi, c'est quand il dit que tu l'air pas comme réfugié. C'est comme, et ma réponse est toujours, qu'est-ce que ça veut dire, ça lève pas une femme réfugiée? Donc, il y a beaucoup des stigmas sur les femmes réfugiées comme des femmes fragiles et sans talent et sans expérience et tout ça. Et ça m'a fait de mal parce que chacune et chacun
peuvent être réfugiés un jour, et surtout avec le changement climatique. Donc, maintenant, il y a un risque vraiment concret sur tous les pays, toutes les notions, et peut-être n'importe quel citoyen, citoyenne ont besoin de déplacer et devenir comme un réfugié un jour. Donc, et pour nous et pour les générations au futur, on a besoin de changer cette idée-là, cette préjugé sur les réfugiés, parce que peut-être notre enfants ou les prochaines générations va arriver à même situation. Donc, c'est pour la collective en général, et pour aussi, il y a un intérêt mutuel quand on élimine les inégalités, aussi les stigmas et aussi tous les préjugés qu'on a dans notre société. Je veux aussi un exemple sur, quand maintenant je travaille, un des projets que je travaille avec les casquettes blancs, c'est de produire des équipements, des protections personnelles pour les travailleurs et travailleuses dans le domaine de santé. Et on a à produire localement en série. Et c'est comme j'ai trouvé qu'il n'y a pas d'équipement personnel de protection pour les femmes. Donc, le modèle ou comme les patrons, c'est pour les hommes. Et le grand art, c'est pour les hommes. Malgré qu'on a la moitié ou plus que moitié, c'est environ 60% des travailleurs dans le domaine de la santé qui sont des femmes. Mais il n'y a pas de considérations pour comment on peut protéger les femmes dans le milieu de pandémie, dans le milieu vraiment très risqué. Alors, j'ai fait toutes mes énergies et tous mes efforts pour produire des équipements pour les femmes, et aussi pour les femmes voilées. Comme les masques pour les femmes voilées, comment le modèle ou comme le design doit être et tout ça. Donc, tous les détails, on doit prendre en considération pour réfléchir que les femmes, ils ont besoin plusieurs ou d'autres critères quand on a fait l'implication des projets ou quand on fait notre idée en réalité. Et ça aussi, ça vient avec l'implication des femmes. Quand nous avons beaucoup de femmes au milieu de CA, au milieu de management ou leadership, donc on peut aussi avoir des résultats plus féminines, plus féministes aussi, et qui renforcer l'égalité entre femmes et hommes. Aussi d'autres identités sexuelles, LGBTQ et d'autres besoins. Donc, on doit toujours prendre en considération que les besoins, c'est différent même aussi entre les femmes réfugiées, les femmes migrantes et aussi les femmes en général, et le racisme qu'on fait en général. Ben, vous avez même déjà commencé à aborder l'autre thématique qui fait partie de notre troisième partie. Il y a une citation que tu as dite, Mouzna, qui me rejoint. Chacune ou chacun peut être réfugié un jour, notamment déjà avec l'enjeu climatique actuellement. Et quand tu soulignes aussi toutes ces difficultés que vivent les femmes réfugiées, pensons même à celles même qui vivent actuellement la fermeture des frontières, qui se retrouvent dans des camps. Pensons même aux mêmes celles qui sont en prison actuellement, les prisons faites pour des personnes
des personnes migrantes et même celles qui vivent aussi tous ces enjeux d'islamophobie aussi. Et toute cette absence aussi sur le point de vue des femmes dans les critères d'évaluation, dans les lieux, ou même leur absence dans les lieux décisionnels où on se retrouve toujours avec un cadre précis dans lequel autant les femmes migrantes que les femmes racisées, que les personnes LGBTQ, comme tu dis, ne se retrouvent pas. Donc, j'aimerais vous entendre maintenant justement sur cet enjeu de leadership qui n'est pas seulement, j'aimerais pas qu'on l'enferme dans la prise de décision parce que l'enjeu aussi peut s'aborder dans divers lieux, comme Alessandra, tu soulignais le lieu communautaire où il y en a plusieurs qui jouent déjà ce leadership mais qui n'est malheureusement pas reconnu. J'aimerais vous entendre dessus. Alessandra, par exemple, toi qui a publié justement en 2021 ton plus récent livre Colorismo, quels ont été par exemple les obstacles? Le livre est paru au Brésil. Tu as parlé des enjeux que les personnes rencontrent au Brésil, que les personnes rencontrent aussi ici, les personnes racisées, celles qui vivent du racisme et cette absence aussi du gouvernement de ne pas reconnaître le racisme systémique. Quels sont les obstacles au leadership justement de toutes ces personnes-là et comment arriver à les exprimer justement ce leadership-là, même avec ces obstacles-là, dans vos milieux respectifs? Bon, effectivement, je viens de lancer un livre au Brésil qui s'appelle Colorisme, qui en français c'est colorisme, on va dire comme ça, c'est seulement changer les A pour les E, mais c'est les mêmes concepts. C'est quand même un concept assez connu en France, aux États-Unis et de plus en plus au Canada, et qui parle justement dans une catégorie, on va dire, sociologique, c'est la façon par laquelle on va hiérarchiser la communauté noire selon les valeurs de la suprématie blanche. Donc, c'est-à-dire de comprendre le racisme comme un phénomène complexe et un phénomène qui est malheureusement par force des siècles de colonisation qui ont été vécus aussi au Canada, même si parfois on parle de ça comme si ça n'a rien été, mais c'était bel et bien présent ici. On sait bien, par exemple, que les fondateurs de l'Université McGill, une grande université à Montréal, étaient quand même un propriétaire d'esclaves. Donc, on a l'histoire de Marie-Angélique qui a été faussement accusée d'avoir mis feu au centre-ville et qui finalement a été torturée. Elle a admis la culpabilité de ces crimes-là au milieu du siècle XIX, du 19e siècle, désolé, et qui a été quand même condamnée à mort, bel et bien au Québec. Donc, ce sont des histoires parfois qu'on sait moins, qu'on connaît moins, mais qui nous indiquent que le racisme est bel et bien présent historiquement au Québec et que le Québec non plus est exempt, on va dire comme ça, des effets du colorisme. Donc, le colorisme, c'est comme un genre de technologie, on va dire, de racisme qui antériorise les idées de suprématie blanche et qui vont quand même, par cette hiérarchisation-là, donner dans les mauvais, on va dire, dans l'absence, on va dire, d'égalité entre blanc et noir, entre la communauté noire, on va donner plus d'avantages aux noirs avec la peau pâle, comme c'est mon cas, avec moins des traces physiques, des phénotypes liés à l'africanité. Et on donne plus d'avantages à ceux et celles qui sont issus de la miscigenation, on va dire comme ça. C'est un phénomène connu aux États-Unis, connu au Brésil et qui est présent aussi au Canada. Donc, la compréhension du colorisme, c'est de comprendre les racismes comme cet ensemble des facteurs qu'il faut aussi regarder à l'intérieur de la communauté noire, mais sans perdre de vue que la suprématie blanche, ce n'est pas quelque chose qui a été créé par la communauté noire. Donc, les racismes et le colorisme, ce sont des problèmes créés
par l'idée de suprématie blanche. Donc, ça fait partie du combat au racisme, les combats aussi contre le colorisme. Les choses ne peuvent pas être désassociées de la même façon comme les combats au colorisme et au racisme ne peuvent pas être désassociés du combat contre le capitalisme, qui est aussi à la racine des processus de colonisation, qui est aussi à la racine de beaucoup d'inégalités sociales qui sont traversées et qui sont, on va dire, boostées par des questions liées justement au racisme et au colorisme. Donc, je dirais qu'en ce moment, ici au Canada, on a quand même des situations, comment on peut dire, assez exemplaires de ce qui se passe au Brésil, aux États-Unis, où on voit un certain type de personnes qui est élu comme ceux et celles qui vont être comme, entre guillemets, représentatifs de la communauté selon les traces qui sont plus pâles ou plus liées à l'européanité. Ça, c'est très commun au Brésil. Et il y a un débat énorme aussi de représentativité aussi aux États-Unis lié à cette affaire-là. Donc, d'intérioriser des valeurs de la suprématie blanche dans la façon par laquelle on regarde la communauté noire. La communauté noire, elle est diverse. On a une panoplie de négritudes, on va dire comme ça. On est divers, même en Afrique, dans les continents africains, on a plusieurs africanités aussi. Donc, c'est effectivement comprendre les combats contre le racisme en tant qu'un combat aussi qui fait partie de déconstruire ces idées de hiérarchisation selon les paramètres d'une idée de supériorité raciale liée à la blanchitude. Donc, seulement pour finir, sur cette question encore de racisme, il y a aussi d'autres sorts de racisme liés aux personnes racialisées, mais un genre de racisme qui va voir certains enjeux qui arrivent au Sud comme des enjeux qui sont faisables à certaines populations parce qu'ils sont racialisés. Pourquoi je dis ça? Pour parler de la Caisse des dépôts et placements de Québec. La Caisse des dépôts de placement de Québec, comme vous le savez, c'est quand même une façon d'épargne collective. Notre argent, nos retraites, par exemple, vient de ces placements faits par la Caisse des dépôts. Et la Caisse des dépôts, pendant des décennies, elle est en train d'investir dans des compagnies minières. Elle est en train d'investir dans des fonds de placement international qui vont acheter des terres au Brésil, en Guatemala, en Colombie, des terres que ne sont pas des terres qui devraient être achetables. Ce sont des terres qui appartiennent à des communautés traditionnelles, donc des petits propriétaires racisés, des personnes issues justement de la communauté noire, qui vont perdre leurs terres, parfois par des façons violentes, je suis en train de dire par des assassinats, par des exécutions. Donc au Brésil, malheureusement, il y a 2-3 ans, on était vraiment au top d'un palmarès d'horreur. On était les pays qui tuaient les plus les défenseurs des droits humains et de la terre. Donc, la Caisse de dépôt a investi beaucoup d'argent du Québec dans l'achat de ces terres-là. Donc, il a impulsionné toute une industrie d'accaparement de la terre. Et je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de Québécois et de Québécoises qui sont au courant que leur argent de retraite vient de ce genre de placement. Donc, nous, issus de l'immigration, on a quand même aussi une responsabilité d'amener ces enjeux parce que ces personnes-là, ce n'est pas parce qu'elles sont sud, c'est qu'on doit regarder avec moins d'inquiétude le fait qu'elles sont assassinées. Donc, je trouve qu'il est temps aussi au Québec de penser de quelle façon c'est excellent qu'on commence à investir dans les énergies renouvelables au Québec, mais on ne doit pas faire le contraire au sud. Ben, tu soulèves tous ces enjeux qui sont intrinsèquement liés sur des questions d'impérialisme, même de capitalisme et de tout ce qui arrive aussi en lien avec la figure du noir et du racisme. Et
avant de laisser la parole au public, j'aimerais t'écouter, Mousna, justement sur ces enjeux que tu as élaborés. Tu avais commencé au niveau du leadership. Quels sont les obstacles et quelles sont même les pratiques que toi, tu as trouvées pour exprimer ton leadership? Les pratiques ou les obstacles, c'est vraiment... il y a beaucoup d'obstacles. En fait, comme femme réfugiée ici, j'étais vraiment en attendant mes papiers. C'est comme juste attendant l'audience avec le juge pour m'accepter ou refuser comme réfugiée, et aussi pour faire la demande pour les permis d'études, permis de travail. Donc, c'est comme le gap entre, en attendant les papiers pour être autorisé de travailler ou pour étudier. Donc, c'était vraiment difficile. C'est juste d'attendre. Mais pour être positive aussi, c'est comme depuis mon arrivée ici au Québec, j'étais accueillie avec d'une famille québécoise qui m'a accueillie pour 1 an et demi et qui m'a aidé aussi de faire un parrainage privé pour mes parents et pour mon frère de venir ici comme réfugié. Donc, j'étais retournée avec beaucoup de gens qui m'ont aidé, parfois, c'est juste qui m'a donné la force par encouragement et m'a aidé à comprendre la différence de vivre ici. C'est comme, par exemple, c'est très simple comment je peux s'habiller, c'est quoi le froid, c'est quoi le neige, c'est quoi tous les détails concernant notre quotidien et comment de répondre aux lettres par courriel ou d'envoyer, comment envoyer des lettres par Poste Canada. Tous les détails vraiment très simples, mais la famille qui m'a accueillie, ça vraiment m'a aidé à aborder la vie ici. Et aussi maintenant, comme ce que je fais comme leadership, c'est comme de donner des informations pour les femmes, c'est quoi leur droit, comment ils peuvent la pratiquer, comment ils peuvent l'utiliser, aussi comment ils peuvent de faire la demande pour le gouvernement, soit les députés de Parlement, soit les députés le gouvernement au Québec ou au fédéral. Et parfois, c'est comment d'aller au road pour manifester, parce que dans notre culture, nous sommes réfugiés parce que nous avons commencé une révolution en Syrie contre le gouvernement et nous avons manifesté au Ouro. Donc, mon oncle a été tué dans la rue juste parce que nous avons fait partie de manifestations là-bas. Et donc, pour nous, c'est comme les manifestations, c'est vraiment quelque chose de très risqué. Donc, j'ai aidé les femmes d'aller, non, tu peux ici participer dans la manifestation, tu peux écrire une lettre pour vous, députés, tu peux faire aussi écrire pétition contre n'importe quelle loi. Donc, c'est une... des outils, comment ils peuvent être actifs dans la société, défendre leur vie, leurs droits, mais dans un cadre plus institutionnel et fournir aussi des informations qui aident les femmes pour continuer leur vie ici. Moi, je trouve que le jumelage entre les femmes, c'est vraiment très, très facile. J'invite notre invité de faire, chaque femme peut faire aussi jumelage avec une femme immigrée ou réfugiée. C'est juste cherche autour de toi
c'est s'il y a comme dans votre quartier des réfugiés, des immigrants, et aider-les à trouver leur parfois, c'est juste de faire échange, encourager notre voisine et surtout les femmes, les gens, les réfugiés jeunes qui viennent ici. Donc, c'est vraiment très facile maintenant, même aussi virtuellement. Vous pouvez aussi faire des petites démarches pour aider les femmes autour de nous, soit virtuellement ou en personne. Et c'est ça, c'est comme, il y a beaucoup des outils pour aider les femmes. Ben, je vois aussi l'échange qu'on a eu a tellement suscité de l'intérêt. Je peux vous ramasser quelques questions en rafale. Je vais prendre 3. La question de la violence conjugale qui a été soulignée tout à l'heure. La question aussi en lien avec cette violence des ressources manquantes pour venir en aide aux femmes, comme tu soulignes l'accompagnement qui est fait à ces femmes migrantes. Une autre question sur quelles seraient les plus grandes forces des femmes migrantes et réfugiées. Et une autre aussi qui souligne le fait que les femmes n'ont pas beaucoup cette chance, cette place ou l'opportunité de prendre leur place dans leur propre société d'origine. Comment les approcher, comment les encourager, comment les inspirer en mettant en place d'autres enjeux aussi à prendre en considération dans les pays d'origine. Quelle est la façon et comment pouvons-nous prendre cette place et inciter ces femmes à le faire? Donc, et une toute dernière, comment pensez-vous les études et le travail de la condition féminine ici? Et qu'est-ce que vous pensez de la femme migrante? Est-ce que c'est bien ciblé? Voilà. Alors, qui va commencer? Donc, une sur la violence conjugale et les ressources, une autre sur les forces des femmes migrantes et réfugiées, une autre sur les outils, les études et le travail de la condition féminine, et une autre sur la place que les femmes ont à occuper dans leur pays d'origine. Je veux répondre aux questions, la question de violence conjugale. C'est comme ce que la ressource manquante, c'est comme mon exemple d'une femme qui était victime de la violence conjugale à Vancouver, par exemple. C'est un cas que j'ai traité juste il y a un mois. Et cette femme-là, elle a réfugié, elle a victime ou survivant de violence conjugale, mais ce cas, elle a besoin de quelqu'un qui a appelé la police, simplement, parce qu'il ne parle pas ni l'anglais ni le français, et aussi, il ne connaît pas comment appeler aussi la police. Pour moi, j'étais au téléphone dans l'appel à la police pour 30 minutes jusqu'à j'étais transformée de département à département et pour donner des détails, tout ça, jusqu'à arriver à la fin de faire l'appel. Alors, l'opération, c'est vraiment compliqué pour les femmes pour les femmes qui ne connaissent pas le processus. Alors, on a besoin de simplifier peut-être le processus pour les femmes ou simplement de faire comme accompagner leur accompagner dans leurs besoins. Parfois, d'appeler la police ou trouver des ressources pour survivre, surtout maintenant pendant la pandémie. Donc, il y a beaucoup des choses, surtout que les femmes, ils sont coincées ou leur maison avec les hommes qui
qui fait l'exploitation, qui fait la violence, qui fait beaucoup de choses. Et aussi, les femmes, ils ont fait aussi des soins non rémunérés, comme d'aider les enfants, de faire les choses dans la maison, comme les nettoyages et tout ça. Donc, il y a beaucoup de violences qui a fait dans le milieu des maisons, mais il n'y a pas beaucoup des ressources pour aider. Parfois, c'est comme de faire virtuellement des séances pour les femmes, de connaître leurs droits, leurs ressources, leur processus parfois. Et simplement de la faire parfois simple, parce que c'est vraiment très compliqué. Moi, je trouve que le processus autour, tous les chemins possibles pour les femmes, c'est vraiment très compliqué et elles doivent faire beaucoup de sacrifications pour trouver la solution. Alessandra? Ça m'interpelle. Il y a tellement de choses que Mousna a dit qui m'interpellent tellement. Je voulais parler jusqu'à 8 heures du soir, là, mais je n'en peux pas. Mais sur la question de la violence conjugale, j'ai un peu de difficulté personnelle d'en parler parce que comment je peux dire, j'étais quand même utilisatrice du réseau. Ce que je peux dire, c'est qu'il y en manque beaucoup d'informations. Mais ce que je trouve qui manque aussi, c'est du soutien. Et là, vous allez me trouver un peu bizarre, mais du soutien aussi aux hommes qui ont des problèmes de violence conjugale, dans le sens où les hommes qui n'arrivent pas à maîtriser leur impulsion violente. Ces hommes-là, ils ont besoin d'accompagnement aussi. Ils ont besoin de quelqu'un ou des groupes de l'aide institutionnelle pour leur guérir. C'est les femmes qui ont vécu des problèmes de violence conjugale. Ces femmes-là, elles ont besoin de soutien, de l'appui. Mais on ne réglera pas les problèmes seulement en train de traiter les symptômes, parce que les hommes qui trouvent que c'est normal de frapper une femme, ce sont aussi d'hommes qui ont besoin de l'appui et de compréhension de pourquoi ils ont naturalisé la violence contre les corps féminins, contre les féminins. Et ça, c'est tellement, comment je peux dire, on peut sortir tellement de questions de ça parce que c'est la même chose aussi pour le racisme. On ne peut pas régler les problèmes du racisme si on comprend, si on n'arrive pas à engager dans la lutte antiraciste les Blancs. Donc, on n'arrive pas à régler ces problèmes-là, seulement les opprimer. C'est sûr, on doit s'organiser et revendiquer ce qui sont nos droits. Ça, aucunement, je retire notre responsabilité, notre devoir de le faire, de faire cette quête-là. Mais en même temps, il faut comprendre que les patriarcats, la violence contre les femmes, les racismes, ce sont des problèmes tellement enracinés dans nos sociétés qu'on a besoin aussi de donner l'appui à ceux et celles qui agressent, ceux et celles qui oppriment, pour qu'ils comprennent leur jeu, leur rôle joué dans ces enjeux-là. Et je trouve que le Québec, il y a quand même, il y a des institutions, il y a d'organismes qui donnent d'appui aux hommes qui subissent des problématiques qui vont effectivement leur faire agresser leurs femmes, leurs épouses, leurs copines, leurs enfants. Mais je pense qu'il n'y a pas suffisamment. Il faut comprendre les problèmes comme un problème lié à la misogynie. C'est un problème. Oui, les femmes intériorisent parfois la misogynie, mais c'est surtout un problème masculin. Il faut traiter ces problèmes-là d'une façon institutionnelle, comme un problème quand même, qu'on en voit chaque semaine, à chaque mois, une nouvelle d'une femme qui a été abattue, d'une femme qui a été assassinée par son conjoint, par son mari. Là, on s'est rendu, il y a pas mal de décennies, à un problème systématique au Québec. Donc, il faut traiter le problème d'une façon institutionnelle. Il faut créer un réseau pour aussi offrir de l'aide à ces hommes-là quand ils commencent à démontrer des signes qui sont en train de déraper avant qu'une tragédie arrive à leur famille.
Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner et prioriser le soutien aux victimes. C'est pas ça que j'ai dit. C'est seulement que je comprends que l'enjeu, il doit être traité des deux bords. Et pour répondre à la question de leadership, je pense que ma réponse vient aussi de cet enjeu-là. On est trop habitué à un leadership masculin, viril, violent, centralisant. Et je pense que les femmes, quand elles sont dans une position de pouvoir, en raison de leur parcours, elles ont une capacité plus grande d'établir quand même un réseau de leadership plus horizontalisé. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas nos responsabilités et qu'on ne prend pas de risques ou qu'on n'est pas capable de donner d'ordre et de suivre quand même une planification jusqu'au bout. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut aussi que nous, on soit capable de s'ouvrir à d'autres formes de leadership qui ne sont pas nécessairement associées à l'idée masculine de leadership. Parce qu'il y a de leadership au pluriel, il y a d'autres façons d'être un leader dans sa communauté et d'amener quand même des changements profonds dans notre société. Ben, vous partagez des enjeux très importants sur lesquels les groupes des femmes sont tout aussi mobilisés ici par rapport à la violence et par rapport aux questions même de leadership et de tous les obstacles à ce leadership-là. Je trouve que les échanges sont tellement intéressants qu'on ne voit pas leur passer. Je voulais juste en 30 secondes, en fait, avant que je laisse la parole à Mounia Chadi qui va présenter la nouvelle fiche du CQFD. 30 secondes chacune, quelles sont les grandes forces des femmes migrantes et réfugiées? En 30 secondes, Mouzna, en 30 secondes, Alessandra, et puis après, ben, je vais dire à toi, Mounia, à toi la parole. Les grandes forces, c'est qu'ils sont survivantes simplement. Ils ont surmonté beaucoup des difficultés, des défis. Et ils ont commencé de zéro, donc ils sont vraiment super fortes et super fortes. Des survivantes. Alessandra? Ben, je dirais que je pense que la capacité d'une femme immigrante pour changer sa société vient aussi du fait qu'elle arrive à reconnaître dans les terrains où elle est, en bâtissant tout son chemin du zéro, en recommençant sa vie, c'est de reconnaître l'importance de partager ses histoires, son histoire avec les autres, de faire confiance aux autres. Je suis arrivée ici au Québec, j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont tendu la main. J'ai eu beaucoup de gens, viens ici, je vais te présenter telle personne. Viens ici, il faut absolument que tu connaisses cet organisme. Viens ici, viens travailler avec moi. Et ça, c'était fondamental pour que je puisse aussi trouver ma place dans la société québécoise. Donc, je suis très reconnaissante aux Québécois et aux Québécoises, aux femmes immigrantes, aux hommes immigrantes qui m'ont accueilli. Je trouve que c'est ça la force, c'est de faire les choses d'une façon collective, de comprendre notre lutte comme n'est pas une lutte individuelle, mais qu'on arrive seulement à gagner, qu'on gagne ça d'une façon collective. D'accord. Ben, l'accueil dans le collectif. Ben, je vous remercie beaucoup pour cet échange très riche et pour ce qu'on a appris aussi. Maintenant, je vais laisser la parole à Mounia. Oui, bonjour. C'est très intéressant, c'est la conclusion de cet échange entre Elodie, Alessandra et Mouzna, dans le sens que, en fait, le leadership féminin s'affirme, le leadership féminin des femmes migrantes arrive à s'affirmer en surmontant des obstacles, en partant de zéro. Alors, c'est dans cet esprit que s'inscrit la fiche synthèse de la COSI sur les femmes migrantes. C'est de dire que oui, les femmes migrantes sont fortes, mais voici les obstacles. Il y a beaucoup d'injustices migratoires. Alors, je vais pour vous présenter cette fiche partagée avec vous. Est-ce que l'animatrice peut me permettre de partager l'écran, s'il vous plaît? Je dois vous présenter mon
le PowerPoint pour... C'est fait. Oui, c'est fait. OK, merci. Alors, je pense... Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez... Oui, ça fonctionne bien. Excellent, très très bien. Alors voilà, donc l'idée est que il y a des conditions au niveau de la réalité concrète et au niveau des lois qui vulnérabilisent les femmes et les filles migrantes dans tout le processus du parcours migratoire. Alors, dans le même sens qu'est allée la discussion entre vous, l'affiche élaborée par le CQFD de la COSI va dans le sens de mettre en rapport les rapports sociaux dominés par le capitalisme et le colonialisme avec les rapports de genre dans une lecture décoloniale de la situation d'injustice envers les femmes migrantes. Alors, nous insistons particulièrement sur les femmes les plus vulnérabilisées parmi les migrantes, c'est-à-dire celles qui sont en état de migration forcée et celles qui ont un statut vulnérable. Alors, elles sont les plus exposées au rapport de domination ou sous les effets conjoncturel des rapports Nord-Sud dans les enjeux sécuritaires des politiques migratoires et les effets du patriarcat qui les expose à des violences physiques et symboliques. Alors, quand on parle de migration forcée, on parle de personnes qui, sous la contrainte de guerre, de persécution, de dérèglement climatique, sont forcées à migrer. Et ces personnes-là constituent dans le monde 79,5 millions. Donc, ça nous donne à peu près 1% de l'humanité. Et parmi ces personnes, les femmes constituent presque la moitié de la migration forcée, donc des femmes réfugiées, des demandeurs d'asile, des déplacés internes, des apatrides. Et la vulnérabilité de ces femmes, bien sûr, elle s'amplifie sous la crise pandémique et cela a été confirmé par des déclarations de personnalités des Nations Unies. En fait, quand on dit que les femmes sont exposées aux violences au long du parcours migratoire, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut amener, mais parce que le temps ne le permet pas, prenons juste un chiffre très signifiant. 74% des êtres humains victimes de la traite internationale sont des femmes et des filles migrantes. C'est un chiffre très parlant et bien sûr, cette traite des êtres humains, elle va de l'exploitation sexuelle au travail forcé, à la mendicité forcée, au prélèvement des organes, donc tous des aspects très grave de l'exploitation de l'être humain, en l'occurrence de la femme migrante. Alors, dans le processus de la migration, la femme migrante, et particulièrement celle qui est à statut vulnérable, se trouve entravée dans sa volonté d'autonomisation. Cela peut se faire par les statuts d'immigration, c'est le cas particulièrement des aides familiales résidentes. Ici au Canada, jusqu'à présent, elles sont obligées de loger chez leur employeur, ce qui les expose à du danger, à de la violence qu'elles n'arrivent même pas à dénoncer puisque leur statut n'est pas permanent. Nous avons aussi l'inconvénient que des conventions telles que la Convention de Genève sur le statut de réfugié ignorent totalement les violences basées sur le genre comme raison
pour donner le droit d'asile. La Convention de Genève donne l'asile sur la base de la religion, sur des discriminations en rapport avec la religion, la nationalité, l'opinion politique, mais non, pas la violence basée sur le genre, et vous en avez exposé beaucoup d'exemples. C'est le cas, par exemple, de femmes qui sont victimes de viols comme armes de guerre, mariage forcé, violence conjugale, mutilation génétique, violence liée à l'honneur. Tout cela ne figure pas comme justificatif pour demander l'asile. Nous avons abordé un peu quelques exemples relatifs au statut. Il y a la réalité objective que vous avez discutée par des éléments concrets pendant vos échanges. C'est que la femme migrante est systématiquement rejetée du marché du travail, notamment quand elle est diplômée, notamment quand elle est qualifiée, parce que le système crée ces mécanismes tels que la non-reconnaissance des diplômes, la non-reconnaissance des acquis, et de telle façon que les femmes migrantes se trouvent à exercer des emplois où elles sont nettement surqualifiées. Dans ce cadre-là, les plus vulnérabilisés, parmi les plus vulnérabilisés, ce sont les migrantes travailleuses domestiques. Déjà un chiffre très parlant, près d'une personne travailleuse domestique sur 6 est migrante internationale. Et parmi ces personnes, 73% sont des femmes. C'est dire la forte présence des femmes migrantes au niveau international dans le travail domestique. Les Nations Unies, précisément l'Organisation internationale du travail, à travers la Convention numéro 189, essaie de protéger les personnes qui travaillent comme travailleuses domestiques parce que justement, elles sont exposées à des vulnérabilités supplémentaires. Mais malheureusement, seulement 22 pays ont ratifié cette convention de l'OIT. Et le Canada ne l'a toujours pas ratifiée. Et ces migrantes travailleuses domestiques qui sont les plus vulnérabilisées, elles font le bonheur des femmes natives dans le pays d'accueil, puisque entre les femmes migrantes et natives se crée une division du travail social genré où les femmes natives sont libérées amplement du travail domestique et contre des rémunérations très basses pour les femmes migrantes, et elles se libèrent ainsi pour mener carrière dans des secteurs et dans des emplois hautement qualifiés. Et quand on sait que parmi les travailleuses domestiques migrantes, il y en a qui sont hautement qualifiées par leur diplôme et leur expérience, et là s'avère très clairement le caractère systémique de l'injustice migratoire. Alors, pour lutter contre cette injustice migratoire et pour conclure, le CQFD résume tout cela en 6 points et on appelle tous les mouvements pour les droits des femmes et pour les droits des femmes migrantes plus particulièrement et pour la justice migratoire et les droits humains à rejoindre la lutte par la dénonciation de 6 points des 6 points suivants. La non-inclusion des violences basées sur le genre dans la Convention de Genève sur le statut de réfugié, la non-ratification de la Convention de l'OIT sur les personnes travailleuses domestiques, convention qui reconnaît la vulnérabilité supplémentaire de ces travailleuses, la marginalisation des migrantes sur le marché de travail du pays d'accueil à travers la non-reconnaissance de leurs diplômes et expériences acquises, l'accentuation de la traite internationale des femmes et des enfants, l'importance des décès maternels évitables parmi les femmes en état de migration et l'aggravation de l'exposition des femmes aux violences sous la crise
pandémique. Donc, ça, c'est un résumé. Il y a un lien sur le site de la COSI où vous pouvez lire un peu plus ce contenu analytique de l'injustice migratoire. Et j'aimerais, dans la suite des discussions, s'il y a moyen de s'ouvrir à la réflexion de comment on peut avancer dans la dénonciation et dans la revendication autour de ces 6 points que je viens de synthétiser. Et merci beaucoup. Merci Mounia. Marie-Sophie, est-ce que tu peux prendre la parole? Oui, bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Ça va? Merci beaucoup à nos invités. Merci Mounia. À la COSI, on est vraiment chanceuse d'avoir Mounia comme notre chargée de programme Droits des femmes, égalité des genres et de pouvoir bénéficier de son expertise. Il y a dans le chat le lien vers l'affiche, mais on va envoyer un courriel de suivi de la part du CQFD avec Mounia, qui est la coordonnatrice aussi du CQFD, du Comité québécois Femmes et Développement de la COSI. Donc, on va vous envoyer ça aussi par courriel, le lien vers l'affiche. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour agir en solidarité. Comme il est déjà dépassé un petit peu, 13h30, je ne vais pas aller trop longuement. Mais à la COSI, entre autres, on a une lettre collective qu'on recueille encore des signatures pour quelques semaines qui s'adresse au premier ministre Trudeau. Et on a 4 demandes. Je ne passerai pas à travers les 4 demandes, mais la lettre explique quand même bien les 4 demandes. Mais entre autres, on demande d'augmenter significativement l'aide et le soutien aux pays qui accueillent le plus les personnes réfugiées ou forcées de migrer. Vous savez que c'est surtout les pays du Sud, contrairement à ce qu'on pense. Là, on pense que les réfugiés, c'est ici qu'ils arrivent, mais non. En 2019, 85% des 79,5 millions de personnes qui ont été forcées de migrer ont été pris en charge et accueillis par des pays du Sud et des communautés du Sud, avec l'aide, entre autres, du Haut-Commissariat des Nations unies. On demande aussi d'accroître beaucoup le soutien aux organismes par et pour les personnes migrantes, aux organismes aussi aux communautés du Sud qui portent des initiatives de développement de leur communauté, de promotion de la paix, etc. Et aussi cette fameuse mesure-là qui est une loi de diligence raisonnable et un mécanisme de recours pour les communautés du Sud qui sont impactées par des activités d'entreprises canadiennes à l'étranger. Alessandra, je crois, a mentionné les minières, entre autres. Ça déstructure les communautés, ça instaure des logiques de violence et de persécution, ça détruit les milieux de vie et l'environnement. Donc, c'est très important. On a un pouvoir ici de changer ces choses-là. Donc, voilà, c'est l'action citoyenne. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Je vais vous envoyer aussi la pétition pour la régularisation des statuts. Mounia a mentionné la question des statuts. C'est très, très important. Ça a un impact direct, le statut, sur la dignité et les droits. Je vous encourage très fortement à suivre l'infolette du volet femmes de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes, la TCRI. Ils ont un volet femmes avec une infolette mensuelle avec vraiment des projets intéressants. Ils lancent un nouveau projet. Je ne suis pas habilitée à vous le présenter. Ça s'appelle le projet Trace, mais ça, entre autres, ça porte spécifiquement sur les violences contre les femmes migrantes et réfugiées. Donc, suivez leur infolette et leur page Facebook pour avoir des nouvelles là-dessus, ainsi que le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants. Notre invitée, Viviana Medina, ne pouvait pas être là, mais c'est aussi un organisme très, très important dans la défense des droits et de la dignité des travailleurs et travailleuses migrants et des sans-statut. Donc, c'était mon point. Il va y avoir aussi la page de Solidarité sans frontières qui travaille entre autres sur la question des statuts. Solidarité sans frontières est le mouvement qui protège les droits des personnes sans statut, qui sont des gens extrêmement dans des conditions très vulnérabilisées, et qui luttent aussi sur la question des détentions, parce que vous savez qu'on a une prison ici où on met des personnes migrantes qui n'ont commis aucune offense criminelle en prison, donc pour des questions administratives. Alors voilà, merci beaucoup et je redonne la parole à Élodie. Du côté Centre Justice et Foi, secteur Vivre Ensemble, Élodie, vous avez peut-être une initiative à partager ou… Il y a deux activités qui s'en viennent, une le 20 et le 21 mars autour de la figure d'Oscar Romero. Les réflexions vont porter sur l'action non violente et la crise écologique. Et le 30 mars,
Ce sera un webinaire de la revue Relations et du secteur Vivre Ensemble sur la Palestine. Donc, webinaire en solidarité avec la Palestine, les nouvelles avenues pour la solidarité. Et on aura le plaisir d'écouter Monique Chemier-Gendreau, Diala Hamza, qui enseigne à l'Université de Montréal, et Révital Madar, une post-doctorante. Donc, des mots-clés, accaparement des ressources, violence, déshumanisation, colonialisme. Juste ça, inscrivez-vous. Si je peux me permettre juste de faire une petite référence à 3 organismes à titre de directrice de la CDC des Côtes-des-Neiges, Femmes du Monde, qui accueille des femmes issues de la diversité, ALAC, qui c'est quand même un grand organisme pour aider au placement des personnes dans les marchés de travail, parmi d'autres mesures. CIARI, qui fait un beau travail de traduction pour les personnes qui sont encore en acquisition de la langue française. Et j'ai peur d'être en train d'oublier quelqu'un. Je suis certaine que je suis en train d'oublier quelqu'un, mais je pense que ce sont les organismes quand même référence. Ah, et Promis, désolé, aussi pour la question de l'emploi à Côte-des-Neiges. Donc, je trouve que ce sont des organismes qui peuvent quand même donner un bon coup de main pour les familles, pour les nouveaux arrivants au Québec. Merci. Merci, Alessandra. On pourra l'inclure dans notre envoi, les liens. Donc, c'est Michèle Asselin, qui est notre directrice générale à la COSI, qui a le mot de la fin. Michèle, merci d'être avec nous. Merci, Marie-Sophie. Alors, oui, j'ai le plaisir de conclure par des remerciements. Permettez-moi, au nom de toutes les personnes, toutes les femmes et toutes les personnes qui vous ont écouté, mesdames, tant sur la plateforme Zoom ou la plateforme Facebook, nous étions très nombreuses et nombreux. Merci. Merci parce que vous nous avez touchés, vous avez parlé avec votre cœur et vous avez très bien, vous nous avez permis d'illustrer le slogan du 8 mars au Québec qui est « Écoutons les femmes ». Nous vous avons écoutés, vous nous avez interpellés et vous nous avez fait réfléchir. Vous avez témoigné, Alessandra et Mouzna, comment vous êtes des femmes qui avaient poursuivi votre citoyenneté ici au Québec et comment vous nous enrichissez de votre expérience. Vous nous avez fait comprendre que malheureusement, trop d'expériences de femmes migrantes ou réfugiées ne sont pas prises en compte au Québec. Vous nous avez fait réfléchir sur le racisme systémique qui appelle à des réponses systémiques et que comme femmes, nous toutes, nous avons des réponses à apporter à ces problèmes complexes ensemble et que plus de femmes devraient avoir du pouvoir. Je n'ai pas le temps de reprendre toutes mes pages de notes, mais soyez assurées, mesdames, que les réflexions que vous avez apportées amènent des questions, des questionnements et des réflexions que nous poursuivrons. Alors maintenant, permettez-moi de vous remercier chacune. D'abord, je dois remercier Affaires mondiales Canada pour son soutien qui a permis d'organiser cette activité. Merci à toutes les participantes et participants. Merci d'avoir écouté ces femmes inspirantes. Merci beaucoup à notre animatrice, Élodie, du Centre Justice et Foi. Un immense merci à Mouzna et Alessandra. Merci et nos salutations solidaires à Viviana qui n'a pas pu se joindre avec nous parce qu'elle a dû être mobilisée pour appuyer des personnes en difficulté. Merci particulier à Amélie Normandin et Marie-Rosalie Sagna du comité 8 mars du Comité québécois Femmes et Développement. Merci à l'ACOSI et à tous les membres impliqués au sein du CQFD. Et avant de terminer, je vous demande de répondre à notre questionnaire d'évaluation. Vous voyez le lien dans la boîte de clavardage. Et je vous invite à nous rejoindre demain soir pour une courte rencontre avec une grande militante Maya du Mexique qui a gagné un grand prix à titre de militante écologiste et qui va nous parler de sa lutte et de ses victoires. Alors, je vous donne rendez-vous demain en fin de journée et je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.
Merci, Michel. C'est jeudi soir. Ah! Mais c'est un bon... Ben, moi, j'aurais été là demain soir, alors merci. On va faire suivre par courriel l'événement. OK, à jeudi. Au revoir. Merci, Michel. Merci tout le monde. Merci, Mouzna. Merci, Alessandra. Tout le monde, merci. Bye. Bye.